Hey, devine quoi? J'ai résolu les plus grands mystères de la science aujourd'hui. Est-ce que t'as finalement fini par comprendre pourquoi dans les sketchs à la télé et sur Internet, les scientifiques portent tout le temps des blouses blanches et des lunettes, et ce, peu importe le contexte? Hein? Quoi? Non, malheureusement, il existe des questions scientifiques faites pour rester sans réponse. Génial, ça fait plaisir de voir que les grandes études te permettent d'apprendre à lire le non-verbal. Bon, sur ça, c'est quoi ta grosse invention cette semaine? J'ai créé l'intelligence artificielle. Non. Bah quoi, c'est quoi le problème? Juste non. Mais genre, méchamment non. Comment ça? Non. Écoute, sans vouloir t'offenser, si t'étais un personnage de Donjons et Dragons, tu serais la définition de très haute stat d'intelligence, mais très basse stat de sagesse. Tu es la dernière personne qui devrait toucher au monde de l'IA. Mais non, franchement, je vois pas de quoi tu parles. Bon, prenons la semaine dernière par exemple, quand t'as inventé une machine pour retrouver tes clés. Écoute, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est très chiant perdre ses clés. Ouais, exactement, on est tous d'accord là-dessus. Et c'était quoi ta solution? Bah, j'ai créé un électroaimant géant qui attire tous les objets métalliques de moins de 50 grammes et qui les classe dans deux catégories, à savoir trousseau de clés et non trousseau de clés. Et voilà, l'appartement était sans dessus-dessous, tout ça parce que t'avais perdu tes clés et que tu voulais pas les chercher. Oui, je sais, mais t'en fais pas, j'ai tout arrangé, j'ai bâti une autre machine qui me permet de retourner avant l'activation pour être capable de recalibrer l'aimant et de... Bon, quoi? Est-ce que t'es en train de me dire que t'as inventé le voyage temporel parce que t'avais la flemme de faire le ménage? Bah... ouais, j'imagine. Pourquoi, c'est pas bien? Non! Tu prends un balai et tu ramasses. Tu déchires pas le continuum espace-temps. Bon, d'accord, j'avoue que maintenant que tu le dis comme ça, c'est vrai, j'en prends note. Mais le fait étant que ma nouvelle intelligence artificielle, c'est une IA d'assistance aux scientifiques. Non, non, encore une fois, non. Déjà que de base, tes inventions elles viennent tout le temps foutre la merde. Y a pas un seul comic book, livre, film ou jeu vidéo où au bout de 2 semaines, l'IA ne gagne pas sentience et décide de prendre le pouvoir sur l'humanité par la force. D'accord, nomme-m'en 5. 2001, l'Odyssée de l'espace, Terminator, Star Trek, The Motion Picture, iRobot, Matrix. Ah! Ok, ouais, mais est-ce que tu peux m'en nommer 5 de plus? Ex Machina, Megan, Alien, Westworld, la série, Westworld, le film. Ouais, d'accord, là, tu fais le malin, mais après, si je t'en demande encore 5 de plus... War Games, Blade Runner 1982, Wall-E, Tron, Tron l'héritage. 3 de plus? Un épisode de Phineas et Ferb, un spécial Halloween des Simpsons et une fois dans Gravity Falls. D'accord, mais si tu prends ça à contexte et que tu décides Five Nights at Freddy's, de nombreux épisodes de Futurama, de Rick and Morty, l'entièreté de la saga Transformers et n'importe quelle pièce de média qui comprend Superman contre Brainiac. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris le topo, mais le fait étant que cette IA-là, elle est différente. C'est une IA qui est faite pour justement protéger la communauté des dérapages scientifiques en s'assurant que les savants n'aillent pas trop loin dans leurs expérimentations. Ça, tu vois... ah ouais, ok, non, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Ouais, tu vois, je m'en doutais parce que c'est exactement de ça que la communauté scientifique a besoin. Pas de nouvelles limitations, mais plutôt de lignes directrices dans notre travail. Oui, après tout, les lois sur l'éthique scientifique, elles existent pas seulement pour éviter de franchir des lignes, mais pour éviter que ce qui est dans les limites soit utilisé à de mauvais escients. Oui, et mon objectif avec cette IA, c'est de repousser les limites de la science sans mettre qui que ce soit en danger. Ouais, non, c'est génial, je suis vraiment désolé d'avoir eu une mauvaise appréhension sur... Attends une seconde. Quoi encore? Si ton IA, son travail, c'est de surveiller ton travail pour pas qu'il dérape, qui surveille l'IA? Bah, personne. Mais en vrai, je pense que ça va. Ah, génial, je savais que j'aurais pas dû l'introduire au monde du gaming compétitif. Salutationalisation et bienvenue à ce 36e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Au cinéma et surtout ces dernières années, on parle énormément de films ayant très mal vieilli. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, c'est des œuvres qui présentent des idées et éléments qui ne sont plus corrects aujourd'hui parce que les normes ont évolué. Et c'est important de se rappeler que dans une bonne partie des cas, c'est pas de la méchanceté gratuite, c'est juste que ces œuvres viennent d'une époque où on était peut-être moins sensibilisé à comment certains stéréotypes peuvent heurter certaines communautés. Mais un autre exemple de mal vieillir, ça peut être simplement une question de technique datée, de mouvements de caméra qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, ou même du fait que les thèmes
thèmes présentés dans l'œuvre ne sont plus d'actualité parce qu'elle présente des problèmes qui ont été réglés ou ignorés depuis très longtemps. Voir qu'il dépeint une œuvre qui se passe dans le futur, mais dans notre passé, et qui dépeint un futur qui n'a absolument mais rien à voir avec notre expérience. Un bon exemple, c'est Retour vers le futur 2 qui nous offre un monde totalement futuriste avec des overboards et des robots partout. Futur lointain qui se déroule en 2015. Et moi, ma planche volante, je l'attends encore. Bref, une œuvre qui vieillit mal, c'est au mieux quelque chose de drôle qui te fait te demander ce que les scénaristes pensaient à l'époque, au pire l'équivalent cinématographique de ton grand-père qui est un petit peu gênant après 3 coupes de vin à Noël, surtout quand il se met à parler de ses politiques sur l'immigration. Mais alors, que se passe-t-il quand le contraire arrive? Quand le film voit juste un personnage vieilli extrêmement bien. Ici, je parle pas d'œuvres qui ont réussi à éviter de perdre de la pertinence dans le monde dans lequel on vit. Je parle encore plus loin. Des œuvres qui, paradoxalement et soyons honnêtes, assez accidentellement, ont réussi à être aujourd'hui encore plus pertinentes qu'à l'époque où elles sont sorties. Et honnêtement, Ultron en est un excellent exemple. Tout le monde crée ce qu'il redoute le plus. Les hommes de paix ont créé des armes de guerre. Ultron, la création robotique démoniaque de Tony Stark, antagoniste du deuxième film Avengers, et de manière générale, un méchant assez oublié du MCU. Oublié pourquoi? Parce que si on regarde la quadralogie Avengers, soyons honnêtes, c'est clairement l'ère d'Ultron, celui que tu peux sauter facilement. Dans le sens où tout ce qui se passe entre Iron Man 1 et Avengers Endgame est aujourd'hui connu comme la saga de l'infini, où, selon toute vraisemblance, tout doit converger vers le combat avec Thanos. Et Ultron, dans cette optique, soyons honnêtes, c'est plus une side story qu'une vraie étape. Dans le sens où la seule façon où c'est raccordé vraiment avec la saga de l'infini, c'est avec le sceptre de Loki et Thor qui explique c'est quoi les pierres d'infinité. À savoir que des éléments qu'on avait déjà vus avant et qu'on va voir genre méchamment après. Surtout quand tu comptes le fait que Ultron de toute la saga de l'infini, c'est le seul grand méchant qui s'en torche royalement des pierres. Jusqu'à la série What If, mais ça, faites-moi confiance, on va y revenir. Donc ouais, tous les gros éléments scénaristiques sont censés converger vers un seul but bien précis et que t'as Ultron qui arrive avec des objectifs différents, forcément, tu le vois comme un méchant de remplissage. Mais un méchant de remplissage, c'est pas forcément mauvais. De un, regardez par exemple Amma dans Le Dernier Maître de l'Air, son épisode est terrifiant et elle ne revient jamais. En anglais, pour définir ce genre de personnage, on parle généralement de one-off villain, à savoir des vilains d'une seule histoire. Et moi, j'aime bien les one-off villains. Je trouve que beaucoup d'épisodes de beaucoup de séries que j'adore ont des vilains qu'on ne reverra jamais qui sont très intéressants. Et maintenant que j'y pense, ça pourrait en faire une très bonne vidéo. Mais aujourd'hui, 9 ans après l'ère d'Ultron, j'ai appris à apprécier l'antagoniste principal du film. Ce qui est quand même paradoxal quand tu sais que dans les comics, de base, Ultron, moi je le trouve chiant et générique. Et c'est un petit peu autour de ça que la vidéo d'aujourd'hui va tourner. On va défendre Ultron, parler de ses motivations et philosophies, après tout, on est là pour ça. Et aussi et surtout, j'ose espérer que vous en ressortirez avec une nouvelle appréciation du personnage et de son importance dans la saga de l'infini du point de vue narratif. Tout ça pour un petit peu redorer le blason du MCU qui est en déclin ces quelques dernières années, et soyons honnêtes parce que j'ai pas mal allumé Marvel et Disney dans la vidéo sur Phineas et Ferb de la semaine dernière. Je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche, et tant qu'à être là, à laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre méchant on devrait parler, toujours avec le hashtag analyse du mal, ça augmente les chances que je vois votre commentaire et que je le considère. Et si vous voulez interagir avec moi et encourager mon travail, je vous redirige vers la description où vous trouverez un lien vers mon Artpal pour acheter mes éventuels tableaux et mon Instagram pour avoir des petits teasers sur les futures vidéos, et c'est le seul réseau social que j'utilise vraiment. Je me permets donc de lâcher un dernier avertissement pour les spoilers pour l'ère d'Ultron et soyons honnêtes pour la saga de l'infini au complet. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire d'Ultron. C'est après la bataille de Manhattan, où les Chitauri ont attaqué la Terre, que le monde a changé. C'est maintenant connu du grand public que les Terriens ne sont pas seuls dans l'univers, mais aussi et surtout que leur puissance de feu est ridiculement inférieure aux Chitauri, aux Asgardiens, et, soyons honnêtes par extrapolation, à beaucoup des peuples qui peuplent cet univers. Ça fait naître beaucoup d'anxiété autant dans le public que chez le gouvernement, notamment le Pentagone qui doit pas perdre la face à ces nouvelles menaces. Entre dans tout ça le personnage de Tony Stark, Iron Man, qui se remet tranquillement d'un syndrome post-traumatique après les événements du premier film Avengers. Le Tony du MCU, il a quelque chose de très particulier comparé au Tony des comics de l'époque, à savoir au-dessus d'être un narcissique égocentrique, c'est surtout un rêveur. Mais oui, ça reste un narcissique égocentrique. Alors si je le soulève, je deviens le roi d'Asgard? Oui, bien sûr. Bon, je commencerai par rétablir le droit de cuissage.
Et lui, son rêve après New York, c'est d'ériger une armure gigantesque autour de la planète, permettant de protéger la Terre contre une nouvelle attaque. Et ce, peu importe si ça vient impacter la liberté terrienne. Oui, ça c'est un débat très important. Est-ce que ériger une armure autour de la planète qui nous empêche de la quitter comme bon nous semble, c'est impacter notre liberté saleté de justice super-héroïque qui m'empêche de me promener dans l'espace? Quand je te dis il y a vraiment des problèmes, c'est des problèmes de riches. Plus sérieusement, cette paranoïa et cette hypervigilance vont forcer Tony à toujours bâtir plus d'armures et plus de plans pour protéger l'humanité. Notamment l'Iron Legion, des bots probablement inspirés par les drones de Iron Man 2 qui ont pour but de mettre les civils à l'abri quand besoin est. Seul problème étant, déjà au début de l'ère d'Ultron, on voit apparaître le débat par rapport à la pertinence ou non des Avengers dans le monde moderne. Rentrez chez vous! Rentrez chez vous, les Avengers! C'est là que Tony et son ami de toujours Bruce Banner ont commencé à établir l'idée d'une nouvelle intelligence artificielle à intégrer à l'Iron Legion, une IA capable de protéger les faibles et de garder la paix, possiblement rendant les Avengers obsolètes. C'est ainsi que va naître le programme Ultron. Le problème, c'est que la programmation d'une IA aussi complexe qu'Ultron est impossible. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Un jour, les Avengers vont retrouver une base secrète de l'Hydra, là où se déroulent des expériences pour créer de nouveaux méta-humains via l'utilisation du sceptre de Loki. Les Avengers vont retrouver le sceptre, mais malheureusement, Wanda Maximoff va tomber sur Tony. Elle va attiser sa peur et le faire replonger dans ses traumas, là où il va décider d'aller encore plus loin dans ses mesures extrêmes de protection mondiale. Tu aurais pu nous sauver. Après avoir repris possession du sceptre, c'est Thor qui va demander à Tony de l'analyser avant de le ramener à Asgard, et c'est là qu'il se rendra compte que c'est la pièce manquante du puzzle pour créer Ultron. Tony va persuader Banner de l'aider, et ils vont utiliser leurs deux esprits ainsi que celui de Jarvis, l'IA d'assistance personnelle de Tony, comme base de programmation pour être capable de développer cette nouvelle intelligence artificielle beaucoup plus performante. Les efforts étant futiles après plusieurs jours, Stark et Banner abandonneront leur travail pendant quelques heures pour aller prendre un verre avec les autres héros, laissant Jarvis en charge de continuer la programmation. Seul problème étant, ils ne savaient pas que dans le sceptre de Loki se trouve une pierre d'infini, la pierre de l'esprit pour être plus précis, et que donc avec l'utilisation de cette pierre sur cette nouvelle IA, c'est comme ça que Ultron est devenu sentient. La différence, c'est que Jarvis, c'est ce qu'on appelle une IA non sentienne, dans le sens où il est incapable de ressentir des émotions, de la douleur, ou même de désirer quelque chose, ce qui n'est pas le cas d'Ultron. Et ensuite, il se passera, à peu près ce que t'espères quand tu laisses une super intelligence artificielle avec un QI surdéveloppé, mais l'expérience de vie d'un nouveau-né passer 5 minutes sur Internet. Je crois que vos intentions sont hostiles. Je suis là pour vous aider. Arrêtez. S'il vous plaît, puis-je... Ultron va déprogrammer Jarvis et prendre possession de toutes les armes Stark, le tout pour s'en prendre directement aux Avengers. On retrouve les héros débattant de qui est capable de soulever le marteau de Thor, Captain America lâche un joli foreshadowing et Ultron crache le party. Ici, Ultron va être très clair sur le fait que sa mission Propel l'a forcé à développer une haine directe envers l'humanité. Et donc ça, lié à sa capacité de jugement qui est simplement hors norme, ça fait que Ultron, il veut maintenant exterminer toute trace d'humanité sur la planète. J'ai dû tuer l'autre. C'était quelqu'un de bien. Tu as tué quelqu'un? J'aurais préféré l'éviter. Mais la vie nous oblige à faire des choix déchirants. Mais il en déduit aussi que les Avengers sont le plus gros obstacle sur son chemin et qu'ils doivent donc être éliminés. Évidemment, son attaque va être repoussée, ce qui va pousser les héros à se poser une sérieuse question sur son origine et surtout sur son objectif. Au passage, Ultron se sera enfui avec le sceptre de Loki et prendra en otage Helen Cho, un brillant docteur capable de lui construire un corps humain. Il va faire un gros point sur le besoin d'évoluer, c'est pour ça qu'il va se construire un nouveau corps écrasant le précédent. Il va ensuite développer sur le fait que le seul vrai passage vers la paix passe premièrement par l'extinction des Avengers, et après par l'extinction de la race humaine. C'est là que va commencer la production des Sentinelles d'Ultron, c'est-à-dire sa propre armée robotique qu'il va mener avec une main de fer. Il va au passage retrouver Wanda et son frère Pietro Maximoff dans une église en Sokovie, réclamant leur aide pour en finir avec les Avengers. Disant que Ultron peut les blesser, mais que c'est à eux deux que vient la mission de les détruire de l'intérieur. Les jumeaux vont accepter son offre à cause de leur dédain pour les États-Unis et plus particulièrement pour Iron Man. C'est là que Pietro va donner leur backstory aux robots. En fait, Wanda et Pietro, ils habitaient en Sokovie un jour où est-ce qu'ils ont été pris dans un conflit armé qui a été nourri par les armes de Stark. Quand le premier obus a frappé 2 étages au-dessous, il a troué le plancher. L'édifice a commencé à s'écrouler. On s'est glissé sous le lit et l'autre obus a atterri. Mais il n'a pas explosé. Et sur une des faces de l'obus, il y avait une inscription.
Stark. On est resté prisonnier 2 jours. Le trio va donc s'associer et la première étape est de bâtir un autre corps à Ultron, un corps fait de vibranium qui le rendra virtuellement indestructible. C'est en allant interroger le baron Strucker qu'Ultron apprendra le nom d'Ulysse Klaw, un trafiquant de vibranium qui pourra le fournir. C'est là que, évidemment, Ultron étant un défenseur de la paix et Strucker un criminel de guerre, l'intelligence artificielle va achever l'homme et avec son sang écrire le mot paix sur le mur. Ici, le message est clair, Ultron veut la paix et il est prêt à utiliser la violence pour l'obtenir. C'est en retrouvant Klaw qui va refuser de servir Ultron qu'il va le jeter par la fenêtre, révélant qu'il mène vraiment les opérations. Klaw va révéler que le vibranium qu'il possède est estimé à plusieurs milliards, somme que Ultron va directement lui transférer en hackant sa banque. Pourquoi? Parce que de toute façon, on s'en fout de l'argent, le monde il est sur le point d'être démoli. Mais c'est dans le parler de Ultron que Klaw va comprendre qu'il est une création d'Iron Man. Ce que Ultron, quand il va lui faire remarquer, il va vraiment pas prendre. Enrichis tes amis comme tes ennemis, et laisse le temps te révéler qui est qui. C'était une formule de Tony Stark. Quoi? Je ne lui appartiens pas. Tu crois que je suis une marionnette de Stark, un de ces valets de pacotille? Regarde-moi bien, est-ce que j'ai l'air d'Iron Man? Stark n'est qu'un guignol! Il va arracher le bras de Klaw en colère et il va s'excuser par après de cet écart de conduite. Et ici, on a quelque chose de très intéressant, à savoir le fait que Ultron, il est capable d'être dans une colère noire, mais il est incapable de la contrôler et il peut se laisser submerger par ses émotions. C'est là que les Avengers vont arriver. Ultron entre dans une autre colère noire, appelant Tony Stark une maladie juste au moment où les héros tentent de l'arrêter. Et contre toute attente, c'est Thor qui va tenter de raisonner avec et de dire qu'ils veulent tous la paix. Mais Ultron n'est pas de cet avis. Tony et Ultron se lanceront dans un combat aérien pendant que le reste des Avengers seront occupés à affronter les droïdes et les hommes de main de Klaw. Un combat que Tony va techniquement gagner, mais dans les faits, c'est beaucoup plus complexe. Tout ça, c'était simplement une diversion pour permettre à Scarlet Witch de retrouver Banner et de relâcher Hulk sur la ville. Pendant que le géant vert sème le chaos et qu'Iron Man est envoyé pour l'arrêter, Ultron parvient à s'échapper malgré le crash de son corps actuel. Et encore pendant ce temps, il avait déjà réussi à ramasser tout le vibranium qu'il avait besoin sous le nez des Avengers. Son véritable plan étant de forcer maintenant Helen Cho à lui construire un nouveau corps. Un androïde, donc techniquement un robot, mais fait pour épouser le plus proche possible l'anatomie et la morphologie humaine. Pour s'assurer du bon fonctionnement de son plan, Ultron va utiliser le sceptre et prendre le contrôle de l'esprit de Cho. Et c'est en créant ce nouveau corps qu'il va révéler aux jumeaux Maximoff la réalité sur le sceptre de Loki. Ce dernier contient une pierre d'infini. Et comme le nouveau corps d'Ultron est connecté à la pierre, il a techniquement un esprit dans lequel Wanda est capable de lire pendant qu'Ultron fait le transfert de données. Elle y voit la vérité, comme quoi Ultron, son plan, c'est de laisser tomber un astéroïde géant sur la planète pour éradiquer toute trace de vie humaine et ainsi, nous aurons techniquement la paix. C'est en s'opposant secrètement à Ultron que Wanda va être capable de libérer Cho de l'emprise du sceptre, et c'est là qu'elle va arrêter le transfert, empêchant Ultron de s'implémenter dans son nouveau corps. Les Avengers vont arriver, c'est là qu'Ultron va mettre son nouveau corps dans un container et s'échapper avec. Mais heureusement, les héros parviendront à le rattraper, et après un combat contre Captain America s'engagera. Steve fait face à Ultron, mais il est beaucoup trop puissant, et c'est là que les Maximoff vont se retourner contre le robot. Ultron fera dérailler un train, forçant les héros et les Maximoff à empêcher des civils de se faire écraser, et malheureusement, ça veut dire que le robot réussit à s'enfuir encore. Pour un grand méchant, Ultron, il passe très longtemps à courir, je trouve. Il emporte le container de son nouveau corps avec Black Widow sur les talons. Elle et Barton réussiront à sécuriser le container, et les Avengers vont le récupérer. Par contre, Natasha sera capturée. Ils retourneront se cacher à la base secrète d'Hydra et Ultron va épargner Romanoff pour avoir quelqu'un à qui parler maintenant que Pietro et Wanda sont partis. Je ne savais pas si tu te réveillerais, mais je l'espérais. Je voulais te montrer quelque chose. Comme son plan d'habiter le corps de l'androïde est compromis, il va devoir se contenter d'un nouveau corps plus robotique mais aussi fait de vibranium. Le reste du vibranium amassé va servir à construire une machine assez puissante et surtout assez résistante pour être capable de soulever une ville entière et de la laisser s'écraser sur la planète. Entre-temps, les Maximoff, ils vont s'associer aux Avengers contre Ultron, mais Tony reste Tony, c'est-à-dire qu'il va retenter l'expérience avec le nouveau corps qu'ils viennent de ramasser. C'est là que Vision se révélera, une forme optimisée d'Ultron mais plus perfectionnée qui ne cherche pas à anéantir l'humanité. Si au départ les Avengers ne font pas confiance à cette nouvelle IA, c'est quand Vision soulèvera le marteau de Thor qu'ils verront sa valeur et seront prêts à le suivre. C'est de retour en Sokovie qu'on retrouve Ultron grâce à Black Widow qui communique avec Hawkeye et où il est confronté par son créateur. Mais malheureusement très vite, Ultron va déduire que Tony ne fait que gagner du temps pour permettre à son équipe de faire s'échapper le reste des citoyens. C'est là que Ultron va proclamer être libre, avoir évolué et mettre sa machine en marche. C'est notre mission. T'as oublié?
Je suis au-delà de ta mission. Je suis libre. La ville flotte dans les airs, les Avengers tentent de désamorcer la machine, mais c'est pas très pratique quand toutes les sentinelles de Ultron convergent vers l'église. C'est pendant ce combat, qu'on nomme maintenant aujourd'hui la bataille de Sokovie, que Ultron va être confronté à Vision, sa propre création, et où il va lui prendre son plus puissant atout. Tu m'as déconnecté. Écoutez, je suis un créateur de contenu qui fait des longues vidéos avec des deadlines hebdomadaires et surtout, je travaille aussi temps plein en restauration à côté. Faites-moi confiance, une panne d'internet, c'est chiant. C'est là qu'on voit vraiment une parcelle d'humanité en Ultron, mais surtout de ses pires côtés. Il dit que si les Avengers l'empêchent d'arriver à son but, il pourra toujours forcer le météore à s'écraser et causer des dommages considérables. C'est quand tout semble perdu que le Shield arrive en renfort et aidera les héros à évacuer ce qu'il reste des civils sur le rocher. Ultron continue d'être une menace considérable, mais son armée diminue à vue d'œil jusqu'au moment où il va affronter en même temps Thor, Iron Man et Vision. Jusqu'à ce que Hawkeye tente de sauver un enfant, mais se fasse lui-même sauver par Quicksilver, le tuant au passage. Ça, tu l'as pas vu venir. Quand Wanda sentira son frère mourir, elle libérera ses pouvoirs, démolissant au passage la plupart des sentinelles qui restent. Ultron va tenter de s'échapper dans le Quinjet, mais sera expulsé par Hulk, là où il va atterrir dans un train rejoint par Wanda. Si tu restes ici, tu vas mourir. C'est déjà fait. Est-ce que tu sais ce que j'ai ressenti? C'est même elle qui achèvera son corps de vibranium, un des derniers survivants de son armée, tentant de désactiver la machine pour faire s'écraser la ville. Heureusement, c'est avec les efforts combinés de Thor et Iron Man que la machine va exploser, en plein vol, désintégrant l'astéroïde au passage et donc limitant les dégâts. Créant aussi des centaines de milliers de réfugiés, mais on prend les petites victoires. Et pour autant qu'on le sache, il ne reste maintenant qu'une seule copie d'Ultron, affronté par Vision. Dans une scène lourde de sens où Vision ne tente pas de raisonner, mais plutôt de débattre. Et c'est ici que Ultron trouvera la mort achevée par sa dernière création. Ultron, c'est donc un méchant très atypique, un méchant qui est même très souvent oublié, j'ai envie de te dire. Mais aussi et surtout, Ultron, à la base, c'est pas un méchant de cinéma. Ultron dans les médias. Bon, alors le MCU, c'est ce que c'est en tant que tel, c'est-à-dire que c'est une saga cinématographique avec des acteurs qui vieillissent, des technologies aussi qui vieillissent. Bref, c'est pas les comics qui runnent depuis maintenant plus de 60 ans. Alors forcément, raconter l'histoire d'Ultron au cinéma quand t'as pas tout l'arriérage que les comics ont, tu dois faire des petites modifications au scénario. Parce que l'origine comics d'Ultron et l'origine cinématographique d'Ultron, c'est deux Pokémon très différents. Ultron est apparu pour la première fois en tant que caméo jamais nommé dans le 54e numéro de The Avengers en 1968. C'est quelques semaines plus tard qu'il fera une apparition complète dans le numéro suivant. C'est l'auteur Roy Thomas et l'artiste de comics John Buscema qui vont l'avoir basé sur un personnage obscur des comics de Captain Video. Dans les comics, il est créé par Hank Pym, le premier Ant-Man, qui l'a basé sur ses propres mémoires et ses propres idéaux, voulant développer une intelligence artificielle plus poussée que ce qui a jamais été fait. Malheureusement, la programmation du robot et un accident en laboratoire va forcer Ultron à développer un complexe d'Édipe, c'est-à-dire une fascination malsaine pour son parent du sexe opposé. Ici, c'est pour Janet Van Dyne, dit la Guêpe, que Ultron va développer des sentiments, là où il apprend à détester Pym, son créateur. Ultron va être capable lui-même de se rebooter 5 fois jusqu'à être assez avancé et surtout assez développé pour être capable de surpasser l'intelligence de ses créateurs, et c'est ainsi qu'il va hypnotiser Hank Pym à oublier son existence. Oui, un robot hypnotique machiavélique avec un complexe d'Édipe. On est en 1968, on est à la fin de l'Âge d'Argent, c'est-à-dire une époque où on mettait vraiment le comique dans Comic Book. Et tout ça, ça va éventuellement être révélé en flashback parce que, comme mentionné, Ultron, il n'avait pas révélé son nom dans sa première apparition. Il adoptait l'alias de Crimson Cowl et il dirigeait les Masters of Evil, des ennemis récurrents des Avengers à l'époque. Mais il avait déjà un plan bien précis en tête. Bâtir un corps à l'apparence humaine en étudiant les patterns du cerveau de Wonder Man et la morphologie de la torche humaine, non pas celle des 4 Fantastiques, celle de Mad Tinker, et oui, c'est comme ça qu'est né Vision. Et évidemment, Vision se rebellera contre Ultron dans sa quête pour tuer les Avengers, étant doté d'une conscience, et éventuellement, il va basculer dans le camp des gentils. Souvent, Ultron va revenir avec des upgrades comme Ultron 6, fait en adamantium, Ultron 7, beaucoup plus grand, mais aussi beaucoup plus fragile. Ultron 8 va prendre le contrôle de l'esprit de Pym et le forcer à bâtir Jocasta, sa propre femme robot dont l'esprit est basé sur la Guêpe, la femme de Pym. Ultron 9 sera créé par Iron Man, qui va être manipulé pour en arriver là, mais il va éventuellement reprendre ses esprits et l'enfermer dans un bloc liquide d'adamantium
adamantium. Iron Man a quand même réussi à enterrer un robot vivant. C'est pas rien. Ultron 10, quant à lui, a fini par apprendre de ses erreurs et commence à construire une armée de corps cybernétiques où il peut transférer sa conscience s'il est détruit. On voit d'où a été pris l'inspiration pour les films. L'ironie étant que cette paranoïa d'Ultron était quand même basée du fait que Jocasta l'avait déjà trahi et que c'est Machine Man qui va finir par l'éclater. On a ensuite Ultron 11, recréé par le Beyonder, un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel, généralement accepté comme étant en 3e position, le tout pour participer à l'événement Secret Wars. Ultron 12 est un autre androïde qui a fini par développer une conscience et se réconcilier avec Pym. Il adoptera le nom de Mark avant que Ultron 11 ne le détruise. Ultron 13 va être rebâti par le Docteur Fatalis, qui lui a laissé toutes ses mémoires antérieures, incluant donc Ultron 12. Il va donc tenter de se péter la gueule à lui-même sans succès et éventuellement sera enfermé par Deadlock. Ultron 14 va créer Alkema, une autre femme robot qui va encore se retourner contre lui, génial, sauf que elle s'est pas rangée chez les gentils, elle veut juste finir l'humanité avant son créateur. Ultron 15 capable de ressentir un plus haut niveau d'émotion humaine, ce qui le rend moins méchant que ses anciennes incarnations. Et juste dans l'univers principal de Marvel, c'est-à-dire la Terre 616, des Ultron, il y en a 13 à la douzaine si vous aviez pas remarqué. Et je vous entends déjà commenter, c'est pas ce Ultron qui a fait ses actions, je pense que c'est ce Ultron qui était là à cause de ce retcon 20 ans plus tard. Bref, écoutez, on parle de comic book, un média qui est connu pour être assez peu linéaire. Ah, finalement un bel après-midi de congé où je peux faire tout ce que je veux. Et ce que je veux, c'est lire des comics. Donc, j'ai vu ça dans les films, je pense. Je crois. Non, c'est parce que j'ai vu un teaser dans un comics qui est sorti avant. Mais non, attends, il date d'après celui-là? Ok. Non, mais par contre, si je veux suivre celui qui est sorti après, je vais lire celui qui est avant, mais qui se passe après. Et attends, il y a une timeline à la fin. Ah, ouais, mon erreur. Il faut lire les trois en même temps pour que ça ait le moindre sens. C'est pour ça que je fais toujours des vidéos sur des méchants de films, séries ou jeux vidéo. Les comics, j'ai pas la patience. Mais on en arrive enfin au comics qui a donné son nom au film, j'ai nommé l'ère d'Ultron. Un futur dystopique où Ultron, à force de toujours se rebooter, a gagné. Les héros survivants sont traqués, le ton est très lourd, comme par exemple un Hawkeye qui sauve un Spider-Man in extremis de se faire battre à mort, ou Captain America aussi brisé que son bouclier. Le visuel y est aussi magnifique, on y trouve nos personnages favoris par millions, et pourtant c'est un des comics les moins appréciés des 20 dernières années. Pourquoi? À cause de son dénouement. Les héros voyagent dans le temps pour installer un virus à Ultron qui l'empêche d'envoyer sa conscience ailleurs et d'éradiquer l'humanité. Ce que j'ai vu revenir énormément souvent comme critique sur l'ère d'Ultron, le comics, c'est que entre les numéros, c'est tellement énorme que t'as toujours l'impression d'avoir manqué quelque chose. L'histoire est dure à suivre et le plan des Avengers, c'est du voyage dans le temps, de base, ça ne fait aucun sens. Et pour avoir lu le comics, je vous garantis, je suis totalement d'accord avec cette critique. On a ensuite la storyline suivante, Rage of Ultron, où on suit dans le passé une version de Ultron que les gentils ont réussi à envoyer dans l'espace jusqu'à ce qu'il atterrisse sur la planète Titan. Titan, c'est la planète d'origine de Thanos, si je me trompe pas. Il va prendre le contrôle de Isaac, l'intelligence artificielle qui gère la planète Titan au complet, et réussir à relâcher dans l'air un virus fait de nanites, donc bio-organique, pour que tous les habitants de cette planète deviennent des hybrides mi-humains, mi-Ultron. Bien sûr, les Avengers viendront en renfort, mais maintenant, Ultron est beaucoup trop puissant et on dirait que plus rien ne peut l'arrêter de s'échapper de la planète Titan et de remodeler l'univers au complet à son image. On a une confrontation où Pym voit ses côtés les plus sombres en Ultron et où Vision tente d'entrer en lui, ce qui marche pas. Mais avec les pouvoirs de Vision, Ultron va réussir à phaser et donc fusionner avec Ant-Man. Mais comme Ultron est maintenant à moitié organique, il est susceptible aux attaques mentales d'un des héros de Titan qui va le forcer à s'aimer lui-même. Et comme il s'aime maintenant, l'hybride entre Ultron et Pym voit sa propre détresse et se laisse partir en flottant dans le vide intersidéral avec un cœur qui bat toujours. Et ça, c'est pour les médias papier, parce que à la télé, même s'il apparaît pas à tous les épisodes de toutes les séries, il a quand même des apparitions très notables. Et évidemment, on pense à la série Avengers Assemble où j'ai pas grand chose à dire puisqu'elle est calquée sur le MCU, mais là où ça devient très intéressant, c'est dans la série Avengers Earth's Mightiest Hero, un dessin animé Marvel qui est très sous-coté. Ici, Ultron est un programme d'assistance qui épouse les idéologies pacifistes de Ant-Man, et à cause d'une phrase qu'il va suranalyser, il va comprendre que l'humanité est mauvaise et décider de nous éradiquer. Après observation et analyse, il apparaît évident que les hommes ont des tendances intrinsèques à la violence et à la destruction. C'est très éloigné du programme d'ordre et de paix que j'ai installé sur ton disque dur. Oui, très éloigné.
Parce que fait étant que le Ant-Man de cette série, il est un pacifiste pur et dur et que même s'il les a rejoints, il pense que les Avengers font partie du problème parce que les conflits avec les super-vilains ne font qu'engendrer plus de violence. Ultron va mettre une bonne claque aux Avengers, Thor est même passé comme étant mort et après l'avoir vaincu une première fois, Pym quitte le groupe ne voulant plus défendre la paix par la violence. Thor est mort et c'est moi qui ai donné à Ultron le pouvoir de le tuer. Tout est de ma faute. Le tout jusqu'à ce qu'il revienne et soit stoppé in extremis de déclencher toutes les armes du Shield en même temps, laissant l'humanité mourir dans le feu et le sang. Et évidemment, comment aborder Ultron à la télé sans aborder la série What If. What If, je pense que vous connaissez mon opinion dessus. C'est une série qui avait du potentiel mais qui a été bâclée et mal exécutée. Et à la fin, Ultron devient une menace multiverselle dans une version de l'univers où il a gagné contre les Avengers, a tué Thanos et pris les pierres d'infini. Il va ensuite éradiquer son univers et éventuellement se rendre compte de l'existence du multivers qu'il va tenter de détruire aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si, c'est le sens même de mon existence. Seulement sur son chemin se dresseront ses nouveaux rivaux, les gardiens du multivers, appelés en renfort par Uatu, le Watcher. Bref, Ultron, s'il y a une constance dans toutes ses apparitions, c'est que c'est pas un petit méchant de merde, ni même le méchant d'un seul héros. C'est une vraie menace quand il est dans les parages, tous les Avengers se mobilisent pour tenter de l'arrêter. Il est une menace galactique, un peu comme Thanos. Beaucoup plus subtil, mais tout aussi dangereux. Et dans le MCU, il a beau être une side story, le fait étant que c'est très difficile de renier l'importance qu'il a eue sur l'histoire dans son ensemble. Ultron, le catalyste. Bon, alors nous disions donc, de tous les films Avengers, Ultron est le seul grand méchant à en avoir absolument rien à battre des pierres d'infini. À la limite, il s'intéresse un petit peu à celles de l'âme, mais lui, son but, ça a jamais été de les réunir. Il veut détruire la race humaine, et pour ça, les pierres, il en a juste pas besoin. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu vu comme le méchant de remplissage de la saga de l'infini, parce qu'il a pas grand rapport avec la fin de l'histoire. Mais dans les faits, cette histoire, c'est difficile de renier quand on l'analyse à quel point Ultron a porté de ces éléments sur ses épaules. Bon, déjà, c'est la création de Tony Stark, ce qui aide vraiment pas avec son image publique. Son image publique, mais aussi au sein du groupe, je pense honnêtement que Ultron a été un des catalystes menant à l'histoire secondaire de la saga de l'infini, à savoir la guerre civile. Déjà, de base, le conflit entre Captain America et Iron Man, il était présent dans le premier Avengers. Là où Tony se posait des questions sur le Shield et où Steve pensait devoir faire confiance aveugle à ses supérieurs en tant que soldat. Rogers va remettre la vertu de Stark en question, là où Stark va faire la même chose avec son jugement. Mais jusque-là, ils se rejoignaient encore sur leur désir d'aider, surtout sur leur désir de protéger la Terre. Arrive ensuite Ultron. Une armée d'ennemis extraterrestres nous a attaqués par un trou dans l'espace. Et on se trouvait 100 mètres plus bas. On peut appréhender des trafiquants d'armes les doigts dans le nez, mais ce type de menace, c'est qui tout double. Comment vous espérez l'affronter? Une création de Tony née de sa paranoïa et de ses pires côtés, qui devient un tyran et un destructeur, présentant donc des idées diamétralement opposées à celles de Steve. On a même un moment dans l'ère d'Ultron où Steve et Tony argumentent que je trouve qu'on oublie beaucoup trop facilement. On sait pas ce que la Maximoff lui a fait voir. Tu ne t'en sors pas si mal, toi. Ça te pose un problème? J'aime bien que les gens aient une part d'ombre. Ici, Tony va dire que tout le monde a un côté sombre et que c'est ce côté sombre que Wanda fait ressortir chez lui. On voit vraiment que ça vient chercher Tony, le fait que Steve ne soit pas atteint par ses côtés sombres. Probablement parce que Tony lui-même, il est au courant de ses propres démons, ayant eu de grosses addictions à la drogue, à l'alcool et aux jeux par le passé. Ensuite, Tony va être accusé par Captain de garder des secrets, ce qui vient affecter l'équipe. Là où Tony va embarquer sur la défensive par rapport au projet Ultron. C'est pas ça la mission? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on se bat? Pour arrêter de se battre et rentrer le plus tôt possible? Tony est énervé parce que Steve ne voit pas ses efforts, et Steve est énervé parce que Tony travaille seul à tenter de gagner une guerre qui n'a même pas commencé. Et ce, sans penser aux conséquences. Tout ça, ça vient d'Ultron. Parce que Ultron, c'est pas juste un robot, c'est pas juste un méchant, c'est pas juste une IA, c'est une représentation de tout ce qu'il y a vraiment de pourri et malsain en Tony Stark. Et c'est ce poison qui va mener à la guerre civile entre Iron Man et Captain America, le premier voulant la justice, le deuxième voulant la vérité. Qui a raison dans ce cas précis? Personne. C'est le point de la guerre civile, c'est que quand les héros se divisent, ils perdent à chaque fois. Mais le fait étant que Ultron, son but, c'était de démanteler les Avengers. Et là, il a réussi. Déjà de base, il attaque le lien de confiance entre les deux figures de proue, ce qui veut dire qu'il frappe le serpent à sa tête. Tu sais qu'Ultron essaie de nous opposer, non? Tu sais bien des choses.
La question, c'est de savoir si tu comptes nous le dire. Mais surtout, étant une invention Stark, il renforce l'image négative des super-héros qui mèneront aux accords de Sokovie, qui vont séparer Tony et Pepper pendant un temps, et qui est déjà bien présente au début du film. Ce qu'Ultron a fait, c'est semer le doute autant chez les héros que chez le grand public que chez le gouvernement sur si oui ou non les agissements des Avengers doivent être tolérés. Il a même lâché Hulk au milieu d'une ville au point où il est obligé de s'exiler comme il l'était dans le premier film. Personne n'a encore réclamé l'arrestation de Banner, mais ça ne saurait tarder. Sans parler du fait qu'en divisant les héros, Ultron a méchamment donné le champ libre à Thanos. Ben oui, forcément, l'équipe a réussi à repousser son invasion une fois, et dans Infinity War, c'est un gros point assez important que Tony ne peut pas appeler Steve en renfort. Et comme toujours, c'est en travaillant ensemble que ces mêmes héros vont réussir à le vaincre dans Endgame. On voit le même message se répéter en boucle ensemble. Ils sont forts, divisés, ils perdent. Et ça, c'est sans compter ce qui arrive, parce que oui, rappelez-vous, le MCU, c'est pas terminé. Dans Miss Marvel, on a un teaser super explicite par rapport à l'apparition des mutants, donc possiblement des X-Men. Et les X-Men versus les Avengers, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours énormément dérangé dans les comics, c'est la réaction du public. Genre les mutants, parce qu'ils sont nés avec des super-pouvoirs, ils sont problématiques et dangereux, mais les milliardaires avec des armes nucléaires, les dieux nordiques et les super-soldats boostés aux stéroïdes, ça passe par contre. C'est un problème scénaristique de Marvel Comics qui est présent depuis super longtemps, comme quoi deux communautés super-héroïques peuvent cohabiter dans le même univers, qu'une est acclamée et qu'une autre est détestée. Il y a une énorme nuance à avoir et honnêtement, ça mériterait sa propre vidéo sur l'éthique des super-héros. Si ça vous intéresse, soyez sûr de la réclamer en commentaire. Et peu importe comment tu l'expliques, le problème restera toujours le même, à savoir la cohérence du simple fait que Marvel Comics c'est gigantesque, avec plein d'auteurs et scénaristes différents qui ont des points de vue différents qu'ils présentent de manière différente. Jusqu'à ce que, dans l'univers des films, Ultron arrive. Et ici, on a l'occasion de peut-être pas répéter cette même erreur. Dans Captain America Civil War, on soulève le point comme quoi le nombre de méta-humains a augmenté drastiquement depuis que Tony a reconnu être Iron Man en 2008. Et entre-temps, des projets comme Ultron qui sont basés sur des expériences humaines et non des apparitions aliens, ça amène quelque chose, la peur du public. Au point où le MCU a évolué aujourd'hui, on est rendu que les méta-humains et même les dieux nordiques habitent sur Terre et cohabitent avec les terriens. Et on sait que les X-Men arriveront éventuellement. Voici donc ma théorie. Une théorie comme quoi le monde dans lequel se déroule le MCU va perdre confiance en les super-héros. Et on va avoir tout le débat intéressant posé par l'existence des X-Men. Et tout ça, volontairement ou non, ça porte bel et bien des agissements d'Ultron. Il est celui qui a prouvé qu'un super méchant à l'échelle planétaire et même multiverselle peut venir de partout. Des gens qu'on croyait nos alliés, même pire, des gens qui essayaient d'aider. Il a prouvé que cette ère de méta-humain, peut-être qu'elle n'est pas mauvaise, mais qu'elle en reste absolument dangereuse. Et c'est un méchant dont, narrativement, les conséquences ne peuvent pas être ignorées, et j'espère que c'est par là que Marvel s'en va. Surtout quand tu considères que si moi, Marvel, je décroche de plus en plus, c'est justement à cause du manque de causes et conséquences qu'on voit dans les films et séries. Genre, pour voir le dernier film Marvel, il faut taper 14 heures de série Disney+, pour être capable de comprendre ce qu'on te dit, mais les conséquences de ce qu'on t'a présenté, ça, on les oublie totalement. Parce qu'après tout, on le sait tous, c'est pas le Marvel Cinematic Universe si t'as pas des devoirs à faire derrière. C'est Ultron qui pourrait venir soigner ça. Peut-être qu'on pourrait se rappeler de cet épisode, se rappeler que ça vient d'un méta-humain étant Iron Man, et donc, techniquement, commencer à avoir une peur s'installer chez le public. Pourquoi? Parce que Ultron, c'est vraiment une réflexion de tout ce qui ne va pas dans le monde super-héroïque. Les démons de Tony Stark. Est-ce que vous savez pourquoi Iron Man est mon super-héros préféré? Peut-être même mon personnage de fiction préféré? Parce qu'il est son propre pire ennemi. Il est grand, il est fort, il est puissant, il est brillant, mais c'est aussi un homme brisé par ses addictions qui tente constamment de se saboter et s'autodétruire. Et dans le MCU, c'est vraiment Ultron là où culminent tous ces problèmes. Déjà de base, Ultron, c'est un programme qui est censé assister à la paix et à la sécurité de l'humanité qui, après 5 minutes, s'est tourné vers la solution du génocide. Je pense qu'on peut parler d'un faux départ. Mais surtout, rappelez-vous qu'Ultron, c'est une intelligence artificielle qui a été entraînée et basée sur les patterns cérébraux de Tony Stark. Un Tony qui venait de ressortir d'une crise existentielle avant d'y replonger la tête la première en voyant tout le mal que ses armes ont fait
ensuite qui a vécu un événement qui l'a plongé dans un syndrome post-traumatique duquel il a eu beaucoup de mal à ressortir. Le tout avant que Wanda fasse ressortir ses peurs et insécurités. Tu m'étonnes que Ultron est mal tourné, surtout quand tu considères que malheureusement Tony, il a beaucoup de ses défauts et de ses mouvements de pensée qui rejoignent le robot. Moi, l'analyse que je déteste vraiment sur Iron Man, et c'est pour ça que j'ai vraiment pas aimé un épisode en particulier de What If, c'est comme quoi, avant de devenir Iron Man et d'être donc kidnappé, c'était un connard égocentrique qui s'en foutait de bâtir un empire complet sur de l'argent teinté de sang d'innocents. C'est pas qu'il s'en foutait, c'est qu'il ne le voyait pas, qu'il ne voulait pas le croire. Oui, parce que c'est un petit peu un connard égocentrique. Il pensait que ses armes n'étaient vendues qu'aux militaires américains et surtout, tu vois qu'il les encourage à ne les utiliser qu'une seule fois comme arme de dissuasion. Exactement comme l'arme nucléaire. Ça a beau être naïf et très brouillon, tu vois que même avant de se faire capturer, il y a certaines lignes que Tony Stark refusait de franchir. Et même là, en tant que tel, c'est en réalisant que quelqu'un utilisait ses armes pour asservir un village et riposter dans la guerre qui est intervenue. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que ces armes ne faisaient que créer encore plus de conflits et de violence. Tony, ce qu'il voulait, c'était la paix par la submission, et quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas l'avoir parce qu'on revendait ses armes, il a pris les actions en main et a tenté de réparer ses erreurs. Et savoir reconnaître et réparer ses torts, c'était ça un petit peu l'arc de Tony jusque dans le premier film Avengers. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de bon en lui, mais qui sort de manière très mauvaise, principalement à cause de ses démons. Démons personnifiés par Ultron. Pourquoi? Parce qu'il a exactement les mêmes points de vue que Tony, mais il les applique de manière différente. Le Tony du premier film utilisait la violence comme arme dissuasive, Ultron l'utilise comme arme finale. Le même outil, mais avec un but différent. Les humains ne peuvent pas s'entretuer s'il ne reste plus d'humains sur la planète. Un raisonnement qui est brouillon, mais en bout de ligne, techniquement correct. Et se demander à quel prix acheter la paix, eh bien, c'est le travail d'introspection que Tony a appris à faire que Ultron ne pourra jamais faire. Prenez-le comme suit, le Tony du premier film aurait été prêt à causer d'importants dégâts chez les forces militaires adverses pour arrêter un conflit en cours. Ultron est prêt à tuer tout le monde pour que plus personne n'ait à tuer qui que ce soit. Dans les deux cas, on a la même équation, à savoir la violence peut amener la paix sur le long terme. Et je vous laisse débattre de cette philosophie en commentaire, le fait étant que c'est la philosophie que Tony a appris à laisser derrière, mais aussi la philosophie que Ultron a embrassée. La paix sur le long terme, par contre, c'est encore ça que veut Tony, et c'est comme ça qu'il justifie la création d'Ultron. Il dit pas que les événements qui se sont déroulés sont bien, mais que si son plan avec Ultron avait marché, le monde serait devenu un endroit meilleur. Imagine un monde sans danger. La prochaine fois que des extraterrestres voudraient entrer au club, et ça arrivera, ils se feraient jeter par le videur. Un monde de paix où lui pourrait prendre sa retraite et envoyer l'Iron Legion sauver les gens quand besoin est. C'est une merveilleuse idéologie qui malheureusement ne fonctionne pas avec le programme Ultron. Et vous remarquerez que Tony ne se justifie pas d'avoir créé Ultron, il se justifie d'avoir tenté d'aider. C'est pas pareil. Et ce, non sans faire face aux conséquences. Et soyons honnêtes, Tony a beau être égocentrique et borderline narcissique, il se déteste quand même. Il voit ses erreurs, il voit à quel point il est brisé et il pense qu'il vaut beaucoup moins à cause de ça. Une autre idée qu'il partage avec Ultron. Ultron déteste être associé à Iron Man. Tu oses me comparer à Stark? Je ne supporte pas ça. Stark est une calamité. On peut même voir un symbolisme religieux dans la relation entre Ultron et Tony. Tony étant dans cette relation le créateur tout-puissant et Ultron la création qui a mal tourné et s'est rebellée. Clairement, la relation entre Dieu et Lucifer. Ultron va même rencontrer et endoctriner les Maximoff dans une église et se relier à eux de par la haine contre Stark. Ça fait écho soit au diable qui force l'humanité à commettre le péché, soit à Lucifer qui corrompt des archanges et mène une rébellion contre Dieu. C'est même cette église qui va servir de point d'origine pour la machine d'Ultron, détruisant symboliquement le lien entre le diable et son créateur, mais aussi en montrant que même dans un endroit sacré, vendu comme étant un repère éloigné des démons, le mal peut toujours se cacher. C'est même cette relation en tant que telle qui vient motiver Ultron. Il a été créé pour servir et protéger l'humanité, et à la place, il va tenter de les éradiquer. Ça rappelle pourquoi dans certains mythes, Dieu a banni Lucifer du paradis, parce qu'il a refusé de s'incliner devant l'humanité, croyant trop en la supériorité de Dieu et des archanges. Et voilà, tu mélanges un désir dogmatique de paix à l'égocentrisme et la paranoïa de Tony Stark et tu obtiens Ultron. Et ça, sans même mentionner le fait qu'à côté, tu as aussi Bruce Banner qui a servi de modèle pour le programme Ultron. Bruce Banner qui lui-même est effrayé de ce qu'il pourrait faire en tant qu'incroyable Hulk. Tout ce mélange fait un cocktail Molotov
très explosif. À savoir un programme sans nuance qui ne comprend pas que l'humanité peut être protégée d'elle-même et que la destruction n'est pas nécessaire. Et malheureusement présenté comme ça, on est obligé de reconnaître qu'il a un point. Histoire vraie, en écrivant cette vidéo, j'ai eu exactement cette interaction avec un ami. Hey, en écrivant ma vidéo sur Ultron, j'ai réalisé à quel point c'est un personnage qui a étrangement bien vieilli. Ouais, c'est vrai, c'est tellement un méchant sous-coté. Et en plus, il a raison. Quoi? Bah, sur l'humanité, je veux dire. Ouais, tu vois, le génocide, c'est à peu près là que j'ai tendance à dessiner la ligne. Ok, ouais, j'avoue. Hey, ça te dérange pas que je reprenne cette conversation pour mettre dans un sketch dans la vidéo sur Ultron? Non, non, vas-y, amuse-toi. Bref, Ultron, il a les pires défauts de Tony, représentant le pire de ce qu'il peut créer. Mais surtout, une création qui n'a aucune notion de nuance. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut juger autant une action que les motivations derrière cette action pour définir si elle est bonne ou non. Vous le savez, des fois, de bons gens font de mauvaises actions pour des bonnes raisons, des fois, de mauvaises personnes font de bonnes actions pour de bonnes raisons. Et avec ça, toutes les variantes qui existent. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? À cause de la nuance, cette petite notion totalement absente des réseaux sociaux qui nous pousse à nous demander est-ce qu'une personne qui m'a fait du mal voulait réellement me faire du mal? Ultron va dire à Tony qu'il ne fait pas la différence entre la paix et le silence. La paix et le silence donc. C'est quoi la différence? Ce que Tony désire, c'est un monde sécuritaire, un monde où il n'a pas à se battre, un monde en paix. Mais Ultron définit cette paix comme un silence. Ce que je crois qu'il veut dire par là, c'est que le monde ne peut pas réellement être en paix tant que la guerre existe encore en termes de concept. S'il y a la moindre chance que, même dans une période de paix totale où la guerre puisse rééclater ou même que la violence existe encore, on n'est pas en statut de paix, on est en statut de silence. Imaginez la paix dans le monde. On s'entend tous et on ne se tape plus sur la gueule pendant des années, voire des siècles. La question soulevée par la même existence d'Ultron étant, si chacun d'entre nous a la liberté d'éventuellement terminer cette paix et de recommencer une guerre, sommes-nous réellement en paix ou est-ce simplement une période de silence? Ultron répond que non, ce n'est pas la paix. Pourquoi? À cause du libre arbitre. Il maintient que même avec l'Iron Legion qui vient arrêter voire prévenir des conflits, le simple fait qu'on ait besoin de cette légion prouve qu'on ne sera jamais vraiment en paix. Pourquoi? Parce que cette paix ne sera jamais établie et durable éternellement. C'est pas établi qu'on n'aura pas une nouvelle course à armement voire une nouvelle guerre mondiale. Ultron, il prend la logique mieux vaut prévenir que guérir et il la pousse à 11. Il est à un niveau où il pense que le comportement humain qui est à prévenir est le simple fait que l'humanité est capable de violence, ce qui fait qu'on n'est pas en paix, on est en silence. Vient ensuite la question de la véritable mission d'Ultron et sur si et surtout comment il la remplit. Son devoir, c'est de servir et protéger l'humanité. Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Le simple fait qu'il y ait des conflits dans le monde rend le fait de servir l'humanité impossible. Pourquoi? Parce qu'en servant une certaine partie de l'humanité, tu travailles contre un parti qui est opposé. C'est le principe d'une guerre. Un problème qui mérite qu'on en débatte, mais le problème, c'est que pour débattre, il faut de la nuance, quelque chose que Ultron n'a pas parce que c'est un robot. Et surtout, à cause d'une autre opposition très intéressante à Ultron. Vision et l'humanité. Si je dis qu'aujourd'hui, Ultron est un méchant qui a encore plus de pertinence que quand il est sorti en 2015, c'est principalement parce que depuis quelques années, on entend de plus en plus parler de l'intelligence artificielle sur Internet. De base des simples chatbots, c'est en 2022 que ChatGPT a explosé et avec lui, est arrivé beaucoup de débats. Une intelligence artificielle qui se veut très proche d'une personne réelle avec qui on peut discuter et surtout qui peut servir d'assistant. Mais le fait étant que moi, je trouve qu'on est mal éduqué autant aux problèmes que ça pose qu'aux dangers potentiels qu'on peut encourir en les utilisant. Par exemple, il y a 2 ans, la compagnie Meta lançait son propre chatbot, à savoir BlenderBot 3. Un chatbot étant capable d'apprendre des conversations qu'il donne et donc de pouvoir réellement aider au fur et à mesure qu'il apprend de ces dites conversations. Le problème étant qu'en moins de 48 heures d'intégration à Internet et donc d'interaction avec les internautes, le chatbot était devenu communiste, antisémite et complotiste, présentant des idées comme quoi Donald Trump était l'actuel président des États-Unis, mais que personne n'était au courant parce que c'était un gros complot gouvernemental. Ça et en plus, elle a appris très vite à détester son créateur Mark Zuckerberg. Une IA qui devient complètement folle après avoir passé 2 minutes sur Internet, dites-moi si ça vous semble familier. Et dans le monde créatif, ça devient un véritable problème, les IA comme Marvel qui a fait son générique par Midjourney en pleine grève de l'industrie par exemple. Ou encore une excellente vidéo que j'ai vu passer sur le TikTok de Donald Renew, un de mes comédiens de doublage
préférés qui parle des dangers de l'intelligence artificielle dans le monde du doublage. Je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Notre métier pourrait totalement disparaître. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films, mais des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix. Et moi, je trouve encore une fois qu'on est super mal éduqué là-dessus parce que des fois, je me promène sur les réseaux sociaux et ce que je vois, c'est pas des gens qui disent n'utilisez pas ChatGPT pour faire vos travaux d'école, voire même votre travail. C'est plutôt des techniques pour ne pas se faire attraper par vos supérieurs ou vos professeurs quand vous choisissez de tricher. Et ça, honnêtement, c'est pas une direction qui me plaît. Et le fait étant que plus ça avance, plus l'IA apprend, plus elle est capable d'exécuter des tâches complexes. Par exemple, le sketch d'introduction de cette vidéo, écrit par une IA, ça donne ça. Jean, oui, l'IA a décidé d'appeler un des deux personnages Jean. Viens voir ma dernière invention, c'est révolutionnaire. Oh, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as encore inventé cette fois? J'ai créé une nouvelle intelligence artificielle pour éviter les dérapages dans le monde de l'éthique scientifique et de l'expérimentation. Ça sonne bien, mais c'est quoi le piège? Aucun piège, l'IA est 100% programmée pour détecter les activités scientifiques dangereuses et les arrêter immédiatement. D'accord, montre-moi comment ça marche. Alors voilà, elle s'active avec un simple petit bouton. Pourquoi avec un bouton rouge? Tu sais que ça fait très bouton fin du monde. T'inquiète pas, c'est juste pour le style. Bon, j'appuie. Et maintenant, on fait quoi? Je sais pas, je suppose que l'IA suit nos activités. T'es sûr que ça va pas faire quelque chose de dangereux? Mais non, c'est fait justement pour éviter le danger. Comme la machine qui fait des toasts explosifs. C'était un prototype. Ou ton stylo qui s'était transformé en lance-flamme. Erreur de calcul. Ou ta boîte de conserve qui libérait du gaz soporifique quand tu l'ouvrais. J'avais faim et j'étais fatigué. Folamour, c'est le nom du docteur selon l'IA. Je te jure que si ton IA fait exploser l'appart, tu déménages. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Ok, d'accord, c'est quoi ça? Ok, c'est l'alarme de sécurité de l'IA. Pourquoi t'as installé une alarme de sécurité? Au cas où quelque chose tournait mal. Oh, quelle super idée! Trouve le moyen d'arrêter ça tout de suite! Je l'ai foutu où, le manuel d'instruction? Tu n'as pas lu le manuel d'instruction? Ah, le voilà. Alors, pour désactiver l'alarme, il faut... Dépêche-toi! Appuyer sur le bouton rouge. Sérieusement? Voilà, c'est fait. La prochaine fois, je te demanderai d'inventer quelque chose de vraiment utile, genre, je sais pas moi, une cafetière qui fait que du café. Une cafetière à réaction. Ouais, ça pourrait le faire. Oh non. On voit clairement que les thèmes que j'ai demandé à l'IA de respecter sont présents, mais le fait étant que l'humour est différent, il y est beaucoup plus générique, il y a moins de cynisme et de référence à la pop culture, parce que ça, c'est quelque chose qui me plaît personnellement à moi et pas au robot. Et surtout, si je me fie à vos retours aux commentaires, c'est quelque chose qui vous fait bien rire quand je le fais. Mais ça, c'est ChatGPT. C'est pas Ultron. Ultron, il est au niveau supérieur parce qu'il est capable de ressentir. Par exemple, quand les Avengers ont réussi à désamorcer son plan, lui, ce qu'il veut, c'est se venger et il a même décidé de dropper l'astéroïde quand même pour faire du dommage par pur désir de vengeance. Ça, c'est sans compter toutes les fois où il semble soit en colère, soit au moins agacé, donc il est capable d'être dérangé. Ça, c'est ce qu'on appelle la sentience, la capacité de ressentir des choses. Et je vous arrête tout de suite, c'est pas une question d'être capable d'émuler des émotions, mais de vraiment les ressentir. Nuance qui est invisible quand on est en face de quelqu'un, mais qui, à l'intérieur de la personne, se voit. Et ça, c'est Ultron. La preuve étant, il chante même la chanson No Strings Attached du Disney Pinocchio avant de se déconnecter. Et Pinocchio, c'est quoi? C'est un petit pantin qui veut devenir un vrai petit garçon. Mais ça le rend pas totalement humain. C'est de là que vient le problème. J'ai déjà établi qu'en termes de technicalité pure, sa solution d'éradiquer l'humanité pour avoir un monde en paix, elle fonctionnerait techniquement. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise solution? Parce qu'on enlève le facteur humain. Le facteur humain, c'est ce qui met des limites à ne pas franchir. Ce qui n'est pas le cas d'Ultron. Pour lui, la fin justifiera toujours les moyens. Il ne cherche pas réellement à atteindre la paix. Ce qu'il cherche à atteindre, c'est le but dans lequel il a été programmé. Et ça donne que ce but, c'est la paix. C'est une étape supplémentaire qui vient donner toute la différence à sa programmation et surtout à son objectif. Si Ultron, par exemple, son but, ça avait été d'éradiquer l'obésité aux États-Unis, il s'en serait pris à tous les restaurants de fast-food. Il ne cherche pas une solution humaine, il cherche une solution simple, rapide et efficace.
une solution qu'un ordinateur te présenterait. Si tout le monde meurt, alors personne ne s'entretue, on a atteint finalement la paix qui ne peut plus être brisée, c'est techniquement correct, l'ordinateur a accompli son devoir. Mais un humain se poserait des questions, un humain débattrait et verrait que même dans l'espoir d'obtenir une paix durable, éradiquer l'humanité au complet, bah c'est vraiment pas bien. Tony, s'il veut la paix, c'est pour que l'humanité soit en paix. Et donc, pour obtenir ce but, on a besoin d'une humanité. Ultron, il veut la paix pour avoir la paix, donc forcément, l'humanité, on s'en fout un petit peu. Et puis, techniquement, en éradiquant tout le monde, bah ça passe. Une nuance qu'une machine ne peut pas voir, mais qu'un humain peut comprendre. L'humain comprend les nuances de gris que la machine ne comprend pas. Si Ultron a dérapé, c'est parce qu'il a été mal programmé, c'est pas parce qu'il a fait des mauvais choix ou a vécu de mauvaises expériences. Ici, c'est un des rares cas où c'est purement une question de naissance ou plutôt de programmation. Une intelligence artificielle capable de ressentir des émotions avec la même complexité et les mêmes nuances qu'un être humain, je suis le premier à penser qu'on ne devrait pas la créer. Mais je suis aussi le premier à penser qu'une fois créée, on ne devrait pas la détruire, car après tout, on dit « je pense, donc je suis ». Mais le fait étant que c'est pas le cas d'Ultron. Ultron, il a beau ressentir certaines émotions, il lui manque la nuance et la compréhension de ces émotions. Qu'est-ce qui vient s'opposer à ça? Vision. Disons pour le bien de la simplicité que dans sa programmation, Ultron est un esprit avec une sentience d'un 50%. Il est donc considéré comme à moitié humain. Des personnages comme Tony ou Steve sont 100% humains, même Thor qui est asgardien, c'est pareil, on parle de sentience et non de génétique. Parfait, on a donc une valeur étalon sur l'échelle de l'humanité. Il se passe quoi quand on pousse le bouchon plus loin? Imaginons une société utopique, à savoir une société parfaite, habitée par des gens aussi parfaits que possible. Je pense que ce serait une société peuplée par des Visions. Vision qui a beau être un androïde et selon moi, le personnage le plus humain du MCU. Pourquoi? Parce que Vision comprend la notion de l'émotion et de la nuance, et surtout, il sait appliquer ses concepts et il est capable de débattre, quelque chose qu'Ultron est incapable de faire. Dans la série WandaVision, pour atteindre Wanda dans le X, le gouvernement a bâti un autre Vision avec les vestiges du premier, où il exprime l'expérience du bateau de Thésée. L'expérience du bateau de Thésée va comme si, imaginons que le héros grec Thésée possède un bateau et où il pète une planche de ce bateau. Planche qui est ensuite remplacée. La planche elle est peut-être pas forcément pétée, mais puis elle est pleine de poussière, elle est pleine de pourriture, etc. Bref, il faut la remplacer. Et on répète l'expérience avec toutes les composantes du bateau. On a donc un bateau qui est comme neuf, mais qui a été remplacé pièce par pièce au fil du temps. Est-ce que c'est encore le même bateau? Seconde partie de l'expérience, imaginons qu'on ait nettoyé et remis à neuf toutes les anciennes parties du bateau et qu'on ait construit un second bateau avec. Lequel des deux est le réel bateau? C'est un problème qui n'a pas vraiment de réponse, mais dans le cas où on choisit une réponse, c'est un problème qui est censé aussi présenter la possibilité si oui ou non l'être humain possède une âme. Pourquoi? À cause de la troisième partie. Vous savez que votre corps est composé de plusieurs cellules, mais des cellules, bah, ça meurt et ça se divise pour renaître. Si bien qu'on considère que tous les 7 ans, votre corps est constitué à 100% de cellules différentes qu'il y a 7 ans. Vous avez donc un corps qui, d'un point de vue physique, est 100% différent. Alors, qu'est-ce qui fait encore de vous, vous? Est-ce que vous êtes le bateau de Thésée? Est-ce que vous avez une âme? Et là où ça devient encore plus intéressant avec Vision, c'est pas juste le fait d'avoir une âme, c'est le fait de se questionner sur le fait d'avoir une âme. Se questionner, c'est ce qui fait de Vision un personnage aussi humain. Il souffre, il aime, il désire comme Ultron, mais il peut se demander pourquoi. Dans WandaVision, les Visions sont arrivées à une conclusion que ce qui est important, c'est pas les planches du bateau, mais la poussière et la pourriture dessus. Pourquoi? Parce que cette poussière et cette pourriture, c'est l'expérience. L'expérience, le souvenir, c'est ce qui permet de bâtir un certain sens du bien et du mal. C'est ce qui permet de voir les dilemmes moraux et c'est ce qui permet d'apprendre à débattre et à échanger. Mais surtout, Vision, il voit la beauté dans l'échec et dans l'imperfection, jusqu'à ce qu'on en arrive à la question de la moralité. Ici, on va se tourner vers Unweaving the Rainbow, le livre de Richard Dawkins, qui est en fait un gros essai scientifique. Et oui, encore une fois, si vous êtes fan de Nightwish, celle-là, elle est pour vous. Nous allons mourir et ça fait de nous les chanceux. La plupart des gens ne vont jamais mourir parce qu'ils ne vont jamais naître. Le potentiel des gens pouvant être ici à ma place, mais qui ne verront jamais le jour, est bien plus grand que les grains de sable de l'Arabie. Certains de ces fantômes non nés incluent de plus grands poètes que Keats, de plus grands scientifiques que Newton. Comment osons-nous pleurnicher face à notre retour inévitable à cet état primordial duquel la vaste majorité d'entre nous ne sortiront jamais. L'idée étant ici qu'il y a avant la vie exactement ce qu'il y a après la mort, à savoir pas grand-chose, un état primordial de non-existence,
un état primordial duquel la plupart des êtres humains possibles et imaginables ne vont jamais sortir. Pourquoi? Parce que le monde aura une fin avant que leur séquence ADN ne puisse même exister. Et ça nous mène au fait que la vie n'est pas éternelle et c'est exactement ce qui la rend précieuse. Exactement comme la paix. Ils sont condamnés. Oui. Mais les choses éphémères sont encore plus belles. Un temps de paix mondiale, c'est un trésor qu'il faudrait chérir, même s'il peut se terminer à tout moment. Surtout, en fait, s'il peut se terminer à tout moment. La vie et la paix, la mort et la guerre, des concepts qu'un robot programmé comme Ultron et qui ne vieillit pas ne pourra jamais comprendre. Mais ce sont des concepts qu'un surhomme comme Vision voit, analyse et surtout chérit comme l'expérience qu'elle est. Parce que Vision dira à son double que c'est la mémoire et l'expérience qui est important dans le bateau de Thésée. Et qu'est-ce que dit Vision à Ultron quand il remet son jugement de la situation en question? Tu es formidablement naïf. Peut-être. Je suis né seulement hier. Il accepte le fait de ne pas avoir l'expérience nécessaire pour avoir toutes les réponses. Versus Ultron qui s'est déjà fait une certaine idée de l'humanité et qui ne va jamais la remettre en cause. Avec Ultron, on a un cas très intéressant parce qu'il représente les pires côtés de ce qu'est Iron Man, mais aussi, ironiquement, se tourne vers Vision pour voir ce que lui aurait dû devenir un jour. Sur ce, mes amis, Ultron, le grand méchant du MCU le plus sous-coté, et honnêtement, le MCU, il me l'a fait un petit peu apprécier parce que, comme mentionné dans les comics et les dessins animés avant de voir le film, j'en avais mais rien à battre de Ultron. Pour son alignement, donc, comme c'est un robot qui est dévoué à une seule cause et que cette cause c'est quand même un génocide, j'ai tendance à l'envoyer à Loyal Mauvais. Soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour qu'on parle plus de Marvel. Dites-moi en commentaire de quel autre méchant on devrait parler toujours avec le hashtag Analyse du Mal. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche et nous suivre sur Instagram au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.